Bonjour à tous. Il y a presque 10 ans, le 30 septembre 2015, la Russie intervenait dans la guerre civile syrienne, répondant ainsi à une demande officielle du président syrien Bachar el-Assad d'une aide militaire. Il s'agissait là de la première intervention de la Russie en dehors des frontières de l'ancienne Union soviétique depuis la guerre d'Afghanistan. Cette intervention fut un succès car elle a permis d'atteindre son objectif politique premier qui était de sauver le régime syrien alors en grande difficulté, lui accordant ainsi un sursis de 10 ans. Cette opération marque également le retour sur la scène internationale dans le concert des nations, selon l'expression consacrée, de la Russie et surtout de son armée modernisée. Explication avec notre invité Antoine Delacoste. Antoine Delacoste, bonjour. Bonjour. Les téléspectateurs de TVL vous connaissent bien maintenant, vous intervenez régulièrement dans cette émission quand il s'agit de géopolitique. Vous êtes l'animateur du site internet géochronique.fr et vous signez la rubrique de géopolitique dans la revue d'histoire européenne. Et j'ajoute, vous êtes amateur de littérature, que vous tenez également un autre site internet qui s'appelle Les Livres d'Antoine. Tout à fait. Voilà. Donc l'objet de votre intervention aujourd'hui est l'arrivée décisive des troupes russes sur le théâtre d'opération de la guerre civile syrienne en septembre 2015. Alors, cette guerre civile, elle a commencé en 2011, dans le contexte des printemps arabes. En 2015, quelle est la situation sur le front ? Alors sur le front syrien, la situation est assez mauvaise pour l'armée syrienne. Les premiers mois de la guerre, les 2 premières années, 2011, mais surtout 2012-2013, ont été sanglants pour l'armée syrienne, qui a subi en outre de très nombreuses désertions de ses soldats et de ses officiers sunnites. Il ne faut jamais oublier que la Syrie est un pays majoritairement sunnite. Donc, dans l'armée syrienne, si l'encadrement général était majoritairement alaouite, voire chrétien, les sunnites, quand même, existaient. Et surtout, parmi l'ensemble de l'armée syrienne, les sunnites étaient majoritaires. Parce que les effectifs chrétiens et alaouites auraient été de toute façon insuffisants pour constituer une véritable armée. Beaucoup de ces sunnites ont déserté avec armes et bagages pour rejoindre les rangs de l'insurrection. Et cette insurrection, progressivement, s'est islamisée. Au début, il y a eu très succinctement des rebelles dits modérés, une armée syrienne libre financée par l'Occident, qui étaient des opposants qui n'étaient pas trop marqués islamistes, mais très vite, cette fiction s'est évanouie et les islamistes ont pris en main cette rébellion. Des islamistes syriens ? Les islamistes, alors syriens au début, oui. Et puis petit à petit, eh bien, ça va venir du monde entier. Et c'est un grand djihad international qui va faire passer le concept de guerre civile, le concept de guerre internationale. Et l'armée syrienne aura beaucoup de mal à juguler cela. En plus, toute une partie de ses meilleurs cadres vont mourir dans ces premiers mois de guerre 2012-2013. Ils auraient été vaincus s'il n'y avait pas eu une aide très substantielle du Hezbollah libanais, amitié chiite, les alaouites étant proches des chiites, envoyée par l'Iran, c'est sur ordre de l'Iran que le Hezbollah est intervenu, et l'Iran elle-même, avec ses gardiens de la révolution, ce sont au moins dans chaque cas plus de 10 000 hommes, et ces 10 000 hommes ont aidé l'armée syrienne, et même dans certains cas suppléé l'armée syrienne, qui parfois s'était débandée. Et ça a permis de tenir jusqu'en 2015, mais en 2015 se passe une bataille emblématique, la bataille d'Alep, qui tient Alep, tient tout le nord de la Syrie. Les islamistes avaient pris Idleb. Ils se rapprochaient aussi du pays alaouite, juste au-dessus d'Idleb, donc tout ça dans le nord-ouest de la Syrie, proche du pays alaouite, donc Latakia, Tartous, où il y a une base navale russe. Et puis autour de Damas, les combats font rage dans la banlieue des vergers, notamment de la Ghouta, là où le roi Louis VII avait perdu son armée lors de la deuxième croisade. Et il y a une visite décisive du général Soleimani, l'homme qui commandait les gardiens de la révolution iraniens, à Moscou. Les Russes avaient beaucoup d'informations, eux-mêmes commençaient à se préparer à cette intervention, et Soleimani vient quelques semaines avant l'intervention russe pour dire le front va craquer, et si la Russie n'intervient pas, si l'aviation russe notamment n'intervient pas, eh bien les islamistes fêteront Noël, si on peut dire, à Damas.
Alors déjà, on va revenir un petit peu en arrière. Les relations, bonne entente entre Russie et Syrie, ça ne date pas d'hier. Il y a une histoire commune. C'est une vieille amitié, en réalité. Ouais. L'expédition de Suez en 1956, quand les Anglo-Franco-Israéliens vont attaquer l'Égypte pour récupérer le canal de Suez qui venait d'être nationalisé par Nasser, ont permis à la Syrie de se tourner un peu vers l'Union soviétique de l'époque, en disant, les Occidentaux se recroient à la période coloniale, on va se rapprocher. Le rapprochement a eu lieu progressivement, mais c'est surtout à partir des années 60, lorsque le parti Baas syrien prend le pouvoir. C'est un parti socialiste, laïque, qui naturellement est anti-américain. Donc le rapprochement avec l'Union soviétique est facile, et c'est le moment où l'armée syrienne va intégralement commander ses armes à l'Union soviétique. Et après la prise de pouvoir de Hafez el-Assad en 1970, là l'amitié devient très étroite, avec des milliers de conseillers soviétiques envoyés en Syrie et des milliers d'étudiants syriens qui viennent étudier à Moscou. Il y a un grand brassage là soviéto-syrien qui donnera lieu d'ailleurs à beaucoup de mariages. Des mariages mixtes, comme on dit, mais là, soviéto-syrien. Et ce qui fait que l'interpénétration russe et syrienne est très forte à l'époque. Et la chute, la disparition de l'URSS n'a pas entamé cette amitié ? Il y a eu une sorte de parenthèse, puisque la chute de l'URSS, donc en 1991, va entraîner pendant 10 ans une catastrophe économique, démographique et militaire dans l'ex-Union soviétique. D'ailleurs, la première guerre de Tchétchénie, qui a lieu de 1994 à 1996, se solde par un échec. Et Boris Eltsine, de plus en plus encombré par la vodka, a beaucoup de mal à diriger la Russie qui s'enfonce lentement mais sûrement. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir l'appel des oligarques qui veulent sauver leur fortune et qui vont faire appel à Poutine, croyant pouvoir le manœuvrer facilement. C'est l'inverse évidemment qui va se produire, l'histoire est connue. Et donc à partir de 2000, Poutine reprend les choses en main et va renouer cette alliance syrienne qui n'avait pas été dénoncée, mais qui a été mise entre parenthèses parce que l'influence américaine a été forte sur le pouvoir d'Eltsine pendant ces 10 années catastrophiques 91-2000. Bien. Donc le 28 septembre 2015, Vladimir Poutine prononce un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies où il prévient que la Russie va proposer une résolution pour mener, je cite, une véritable coalition mondiale contre le terrorisme semblable à la coalition anti-Hitler. Donc là, la décision est prise. Là, la décision est prise. C'est 2 jours avant l'intervention, donc tout est prêt pour l'intervention. Ce discours est en quelque sorte le point de départ de l'intervention russe. Mais il faut voir aussi que c'est l'aboutissement d'un long processus. Oui, j'imagine qu'elle est planifiée depuis longtemps. Elle est planifiée depuis longtemps et par ailleurs, il y a discordance de plus en plus marquée entre la politique américaine, notamment d'élargissement de l'OTAN vers la Russie, et les diverses interventions américaines qui ont provoqué des changements de régime. C'est la doctrine des néoconservateurs, le change regime, quand ça ne convient pas. Donc il y avait eu l'intervention en Yougoslavie qui avait profondément déplu à la Russie. Il y avait eu l'affaire qui s'était soldée par finalement l'affaire du Kosovo. On avait bombardé les chrétiens serbes pour installer des mafieux musulmans, tout ça organisé par les Américains et Bill Clinton. Et puis il y avait eu l'intervention en Irak en 2003 qui avait également laissé beaucoup de traces. Et Poutine a averti en 2007 son fameux discours de Munich devant tout l'aéropage occidental qui s'entendait bien, qui disait formidable, c'est la fin de l'histoire, il y a l'Amérique qui domine et la démocratie, on en est parti pour la démocratie mondiale et une mondialisation heureuse. Et Poutine a dit maintenant ça suffit, vous êtes en train d'élargir l'OTAN contre les frontières de la Russie, nous nous sentons menacés. Et la réponse de l'Amérique, c'est par George Bush, l'année suivante au sommet de l'OTAN, à Bucarest, ça a été de dire nous souhaitons faire adhérer l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN. Donc c'était quasiment, ça ne s'est pas fait parce qu'Angela Merkel s'y est opposée violemment et elle a bloqué ce processus. Mais donc entre les États-Unis et plus largement l'Occident et la Russie, il y a une lente dégradation qui fait que lorsque la guerre éclate en Syrie, les Russes observent ça de très près, ils sont aux premières loges. Ils ont leur base navale à Tartous, ils ont leur base aérienne, et
il voit bien que les islamistes qui ont mis la main sur l'insurrection très vite, au bout de quelques mois, sont armés, financés, non seulement par les pays du Golfe, Arabie Saoudite et Qatar en tête, Turquie par le nord, donc Arabie Saoudite et Qatar par le sud, mais également les services secrets occidentaux sont très présents. La CIA en tête, mais les services secrets français, anglais, allemands sont là pour donner des armes à des islamistes dits modérés. Alors on les appelle les rebelles modérés dans les médias, les grands médias traditionnels occidentaux. Personne n'est dupe. Et tout ça aboutira à la création de Daesh, aux exactions du front Al-Nosra. Et donc la décision russe à ce moment-là est prise dans le cadre, non pas seulement de sauver son allié syrien, mais dans le cadre de la lutte contre l'islamisme aussi. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de faire une démonstration de puissance de la nouvelle armée russe ? Alors on peut penser avec le recul que c'est au fond le premier sujet de Poutine et la première cause de son intervention. Bien sûr, il faut sauver l'allié syrien. La Russie veut montrer qu'elle n'est pas comme l'Amérique, elle ne lâche pas ses alliés. Et puis, il y a des chrétiens orthodoxes nombreux. Il y a une influence du patriarche de Moscou. Alors, le patriarche de Moscou, Kirill, très lié à Poutine, allait le voir régulièrement. Il avait table ouverte au Kremlin. Allait voir régulièrement Poutine en lui disant « c'est ton devoir d'aller aider nos frères orthodoxes syriens ». Mais ça a joué, tout ça a joué. Mais l'argument numéro un, qui sera utilisé par Lavrov après le ministre des Affaires étrangères, qui éclairera un peu les objectifs géopolitiques de la Russie et que Poutine confirmera, c'est en effet de faire revenir la Russie en tant que grande puissance dans le concert des nations. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains avaient espéré que dorénavant, la Russie soit une puissance secondaire. Il y a la grande puissance mondiale, les États-Unis, et tout le reste, ce ne sont que des puissances secondaires qui sont là pour servir l'Amérique, au fond. Et compte tenu de tout ce qui s'était passé, que j'ai rappelé à partir de la Yougoslavie jusqu'au printemps arabe, et l'intervention également en Libye de l'Occident, où ils ont trompé les Russes, et Poutine avait fait un discours en disant une fois de plus, c'est le chaos qui a été engendré par une intervention occidentale. Et donc Poutine, au bout d'un moment, a estimé que son armée, son économie, était prête pour revenir dans le grand concert des nations et pour se réaffirmer à nouveau comme une grande puissance. C'est une armée qui est en voie de modernisation depuis une dizaine d'années. Il y a eu vraiment... Les échecs en Tchétchénie ont beaucoup servi pour ça. Le premier échec a été absolument flagrant. Et lorsqu'il y a eu la deuxième guerre de Tchétchénie, 99-2000, lorsque Poutine arrive au pouvoir, il se rend compte que ça ne va pas du tout à nouveau. C'est moins catastrophique qu'en 94-96, mais quand même, c'est pas terrible. Il limoge plusieurs dizaines de généraux. Il nomme des généraux de 35 ans, 40 ans, qui en veulent, il s'aperçoit qu'il y a un niveau de corruption au sein de l'armée considérable, que des armes sont vendues aux Tchétchènes, comme fera l'armée syrienne, aux Tchétchènes, aux islamistes tchétchènes, de la propre armée russe. Il est terriblement humilié de constater cette situation. Et donc, il va moderniser non seulement technologiquement, mais aussi humainement. Il va y avoir un grand chambardement dans l'armée russe à ce moment-là. Et en 2015, il estime que son armée maintenant, en tout cas au niveau de l'aviation et de l'artillerie, a atteint un niveau de technologie très important, un niveau professionnel très important, qui permet de prendre le risque majeur de cette intervention. Vous parliez, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les orthodoxes. En Syrie, comme ça pouvait l'être également en Irak, les minorités chrétiennes vivaient, voire juives, vivaient correctement. Il n'y avait pas de persécution. Oui, alors les juifs, il n'y en avait vraiment quasiment plus. Ils étaient partis dans les années 50-60, au moment de la grande explosion avec Israël. Et après la Nakba, quand les Israéliens ont expulsé toute une série les Juifs à ce moment-là ont été expulsés de Syrie, d'Iran, d'Irak. Bon. Mais les chrétiens... Par contre, il y avait des chrétiens alaouites, mais ça c'est une minorité musulmane. On pouvait considérer que sur une population de 22 millions d'habitants, il y avait entre 10 à 15% de chrétiens. Mettons 3 millions. Avant la guerre. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, ça a malheureusement considérablement diminué. Et dans ces chrétiens, vous avez 70% d'orthodoxes et 30% de catholiques. Il y a une toute petite minorité protestante, mais toute petite, parce que les protestants ont été convertis essentiellement par des missionnaires américains. Ça n'avait plus très bonne presse en Syrie, donc ça a plafonné. Et donc, les Poutine, qui est très lié à l'orthodoxie,
pour des raisons essentiellement patriotiques et culturelles, avant d'être des raisons religieuses, même si ça joue aussi, eh bien, a toujours eu un œil pour la protection de ces chrétiens. Et le régime bassiste d'Hafez el-Assad, puis de Bachar el-Assad à partir de l'an 2000, eh bien, aura toujours un œil sur ces chrétiens qui ne seront jamais persécutés. Jamais. Quand il y a des chrétiens en prison, c'est parce que ce sont des opposants politiques. Ils ne sont jamais en prison parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont chrétiens. Donc l'intervention militaire est décidée, elle est planifiée depuis quelques mois. Plusieurs mois. Quel type d'intervention est prévu ? Alors l'intervention est essentiellement aérienne et par l'artillerie. Poutine estime à ce moment-là, et son chef d'état-major de l'armée le confirme, estime à ce moment-là que envoyer des troupes au sol, ça n'aurait pas de sens. Avec l'appui du Hezbollah et avec l'appui des gardiens de la révolution iraniens, en réalité, les effectifs de fantassins sont suffisants. Alors, il envoie quelques forces spéciales. On peut estimer qu'il y a à peu près 5000 hommes qui vont venir par l'intermédiaire de la base aérienne de Mémim, à côté de l'attaquer. Mais l'essentiel, ça va être une intervention aérienne et une intervention par l'artillerie. Alors une artillerie de très haut niveau. C'est-à-dire que ça va être les premiers bombardements qui vont stupifier les Américains par leur précision. Les Américains s'étaient gaussés au début en disant ça va être... C'est une artillerie sol-sol. Alors c'est une artillerie sol-sol. Il va y avoir évidemment une artillerie air-sol. Oui. Mais les premiers vrais bombardements qui vont décimer les islamistes qui sont regroupés autour d'Idleb, autour de Damas et autour d'Alep dans un premier temps, vont être lancés depuis la Russie. Et notamment depuis la mer Caspienne. Ah oui. Vous allez avoir des sous-marins, notamment, qui vont lancer des centaines de missiles en une journée. Et l'avancée des islamistes, notamment du front al-Nosra dans le nord-ouest, est stoppée net. Ils ont des milliers de morts, hachés par l'artillerie russe. Parallèlement, vous avez l'aviation russe qui intervient. Alors, c'est un peu facile. Ce sera plus facile que la guerre en Ukraine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de défense anti-aérienne, et cette défense anti-aérienne, elle est essentiellement aux mains de l'armée syrienne. Les islamistes ne sont pas très dotés en ça. Les Américains n'ont pas été jusqu'à leur donner... ils auraient pu. En Ukraine, ils l'ont fait. Mais à l'époque, ils ne l'avaient pas fait, et ils n'avaient pas anticipé l'intervention russe. Et donc, en quelques semaines, la situation est retournée, le moral est revenu dans les rangs syriens, les échanges se font constamment avec le Hezbollah et avec les Iraniens, et les services secrets occidentaux sont très embarrassés. Les islamistes, on considère qu'entre septembre et novembre, perdent 20 à 30 000 hommes, ce qui est beaucoup, même s'il y avait un grand djihad international, mais perdent 20 à 30 000 hommes dans ces bombardements. Et ensuite, les Russes peuvent s'atteler à la grande bataille, une fois qu'ils ont arrêté la progression des islamistes, à la grande bataille d'Alep, qui va être le tournant de la guerre. Alors, ils y ont participé de quelle manière à cette bataille d'Alep ? Alors, ils ont utilisé une méthode simple. Les effectifs de l'armée syrienne, même aidés par le Hezbollah, ne permettaient pas de se lancer dans une guerre de rue. Il faut voir que la moitié d'Alep avait été conquise par les islamistes par l'Est, venant des campagnes. En réalité, le fer de lance des islamistes syriens, pas étrangers, mais syriens, venait des campagnes. Les sunnites citadins, eux, avaient pris parti pour le régime, parce qu'ils voulaient continuer leur activité économique permise par le régime, et ils se sont dit, avec les islamistes, ça ne va pas être possible. Alors que ceux qui venaient des campagnes, donc très pauvres, très peu éduqués, ceux-là ont basculé dans l'islamisme assez facilement, et ont pris Alep par l'Est. L'Ouest, avec notamment les quartiers chrétiens, était donc tenu par l'armée syrienne, et le Nord par les Kurdes. Donc vous aviez 3 fronts, en réalité. Et pour reprendre cette partie Est, des combats de rue auraient duré des mois et des mois. Ça a duré des mois et des mois. Mais surtout, les pertes auraient été considérables. Rien de pire que des combats de rue. Ça aurait été Bakhmout, où les Russes ont quand même eu beaucoup de mal à déloger les Ukrainiens, qui étaient solidement installés. Et donc, ils ont entrepris de bombarder massivement Alep Est. Et quand on s'y promène, c'est saisissant. Il n'y a plus un immeuble debout. Donc, la population restée à Alep Est a été considérée comme une population gagnée aux idées islamistes. Tous ceux qui étaient contre, de toute façon, avaient largement eu le temps de partir. Et au bout du compte, il y avait finalement assez peu de civils. Donc, contrairement à ce qu'on a dit, ça n'a pas été un grand massacre de civils, mais un grand massacre de combattants islamistes. Donc, une grande précision, vraiment avec des frappes avec toujours une précision qui, là encore, avait vraiment étonné les Occidentaux. Ils ont réalisé que technologiquement,
et la guerre en Ukraine le confirmera technologiquement. Les Russes, maintenant, en missiles, étaient au sommet mondial de la technologie. Ça les a stupéfiés. Ils étaient capables de repérer dans une cave d'immeubles, comme le feront les Israéliens, par exemple, au Beyrouth, pour tuer Nasrallah et l'état-major du Hezbollah. Ils étaient parfaitement capables d'envoyer, depuis 50 km de distance, un missile qui, précisément, va détruire l'immeuble où est installé, sont installés des combattants islamistes. Donc, grande précision dans les bombardements, jamais de bombardement aveugle. Il faut raser Alep-Est pour que les combattants islamistes soient tués ou se rendent. Ça prend un an encore, et fin 2016, la bataille est gagnée. Il y a aussi la prise de l'autoroute L5. Alors il y avait eu, la reprise de l'autoroute, parce que l'autoroute qui reliait Damas à Alep avait été coupée par les islamistes. Donc les Syriens, avec l'aide des Russes, en avaient construit une en catastrophe un peu plus à l'est. Enfin, c'était mal fichu. Et donc, dans le même temps, en effet, avec la reprise d'Alep, il y a eu une offensive concomitante vers Idlib. Malheureusement, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils n'ont pas eu la volonté d'aller jusqu'au bout. Mais au moins, ils ont libéré l'autoroute. Et ensuite, dès 2017, mettons 2018, le temps de la déminer, eh bien, les trajets entre Damas et Alep pouvaient reprendre. Pourquoi pas la volonté d'aller jusqu'à Idlib ? Parce que, assez vite, les Russes se sont rendus compte que les effectifs de l'armée syrienne avaient tellement fondu que si chaque bataille se terminait par une reddition complète des islamistes, voire massacre complet des islamistes, parce qu'il faut voir ce que l'armée syrienne avait subi quand les islamistes ont pris Palmyre, les centaines de prisonniers syriens ont tous été égorgés un par un dans le théâtre antique de Palmyre. On peut voir les photos, c'est terrifiant. Donc les Syriens savaient ce qui les attendait, l'armée syrienne, et ils ne faisaient pas de quartier aux islamistes non plus, ils les abattaient sur place. Simplement, c'était très coûteux en hommes, toutes ces batailles. Alors les Russes ont échafaudé le plan suivant, ça consistait à dire aux islamistes, vous vous rendez, on vous épargne, on vous escorte jusque dans le nord-ouest, dans la province d'Idlib, encore tenue par les islamistes, et vous serez protégé de l'armée syrienne qui ne vous égorgera pas en cours de route parce que vous serez encadré par les Russes. Et à ce moment-là, une fois dans cette province d'Idlib, suite à un accord passé entre Poutine et Erdogan, le Turc, eh bien, vous serez sous contrôle de la Turquie. Et c'est ce qui s'est passé, et il y a eu, et c'est ce chaudron qui va ensuite exploser, et qui va, n'anticipons pas, mais qui va permettre la reprise de la guerre par les islamistes, qui comprenait au moins 40 000 combattants islamistes, qui étaient là, regroupés au sein du front Al-Nusra. Alors comme les Occidentaux, notamment les Américains, surveillaient tout ça de près, ils ont convaincu le front Al-Nusra de changer de nom. Pas de doctrine, pas d'idéologie, mais de changer de nom parce qu'Al-Nusra était quand même associé à trop de massacres, trop d'égorgements de chrétiens, d'alaouites, de tout le monde en réalité. Et donc, à partir de ce moment-là, s'est retrouvé à Idlib tout le bataillon des djihadistes qui avaient accepté de se rendre, y compris les étrangers, c'est-à-dire les multiples Tunisiens, Français, Belges venus des banlieues, des Ouzbeks, des Tadjiks, des Ouïghours chinois. Ça venait du monde entier en réalité. Il y a eu plus de 100 nationalités représentées dans ce djihad. C'est unique dans l'histoire. C'est le plus grand djihad international de l'histoire. Alors vous dites escorté par les forces russes, donc il y avait bien des troupes au sol à ce moment-là. Alors oui, il y a eu 5 000 hommes. 5 000 hommes, c'est monté jusqu'à 10 000. C'était quoi? Ce sont des... Alors il y avait des forces spéciales. Blindés également, ou... Il y a eu très peu de Russes qui conduisaient des blindés. C'était les Syriens. C'était toujours des blindés russes, mais c'était les Syriens qui les conduisaient. Donc les Russes avaient leurs propres blindés, mais la plupart du temps, ce n'étaient pas des blindés de combat, c'était des blindés légers pour se déplacer. Donc ils étaient encadrés en effet par 200 ou 300 soldats russes. Vous aviez des colonnes de cars de 50, 60, 100 cars, 200 cars qui partaient vers Idlib et encadrés par des Russes, donc armés dans des blindés légers. Et il y avait des images assez saisissantes, notamment quand les banlieues de Damas sont tombées autour de la Ghouta et que les islamistes montaient dans les cars avec leurs armes légères. Ils avaient le droit de garder leurs armes légères, mais rendaient leurs armes lourdes. C'est un risque important qu'ont pris les Russes à ce moment-là. Oui. Ils partaient avec leurs familles. Et on voyait les soldats syriens qui les regardaient partir, qui leur faisaient des petits au revoir ironiques pendant que les islamistes baissaient la tête. Mais on voyait aussi parmi les soldats syriens la frustration de ne pas les tuer. Et certains ont dit, si on ne les tue pas, ils reviendront. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé parce qu'Erdogan n'a pas tenu sa parole, ce qui était tout de même un tout petit peu prévisible.
Sinon, est-ce que, à part ces 5000 hommes, est-ce qu'il y a eu l'envoi des troupes de Wagner sur le terrain? Alors assez vite, Wagner est venu aider ces 5000 hommes, parce que dans ces 5000 hommes, il y avait aussi tous ceux de la maintenance aéronautique, tous ceux de la maintenance aérienne. Les pilotes étaient russes, pour la quasi-totalité. Donc ça, il y avait plusieurs centaines de pilotes, on n'a jamais su exactement leur nom, mais plusieurs centaines de pilotes. Et tous les 5000 Russes envoyés dans un premier temps étaient là pour assurer la maintenance et de l'artillerie et de l'aviation. Il y a eu des troupes au sol, donc sous forme de commandos. Ce sont notamment eux qui ont délivré Palmyre dans un premier temps. Il y a eu d'ailleurs plusieurs Russes tués. Il y a eu un capitaine qui s'était sacrifié, qui était célèbre dans toute la Russie, où il avait son portrait dans tous les restaurants patriotiques russes. Donc, mais tout ça ne suffisait pas tout à fait. Et en effet, assez vite, Prigojine a été voir Poutine pour lui dire « c'est le moment pour moi d'essayer mes gars de Wagner au combat au sol ». Et les gars de Wagner sont allés au combat au sol. Donc, il y en a... On ne sait pas très bien combien il y en avait, c'est toujours un peu secret ce truc-là. Au minimum 2 ou 3 000, ça n'a jamais dépassé 5 000 non plus. Et ça ne pouvait pas dépasser le nombre de soldats russes non plus. Alors déjà, ça ne pouvait pas pour des questions de principe. Mais donc il n'y a jamais eu énormément de troupes au sol russes. Alors on l'a vu, c'est une guerre qui est très, très compliquée. C'est même plus une guerre asymétrique. On est pris de tous les côtés. C'est une guerre plutôt mosaïque, si on peut dire. Il y a vraiment plusieurs camps qui s'affrontent avec des objectifs différents, des objectifs communs mais avec des objectifs... enfin voilà, donc comment va s'insérer l'intervention russe là-dedans, notamment comment vont-ils, parce qu'il faut y aller avec grande prudence, comment vont-ils travailler avec les Américains, avec les Occidentaux? Est-ce qu'il y a un dialogue entre les deux armées? Alors c'est vrai que c'est une guerre d'une grande complexité. Il y a plusieurs guerres dans la guerre, en effet. Comme au Liban, de 75 à 90, c'est presque aussi compliqué que la guerre du Liban. On n'est pas dans le principe les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Là, non, pas toujours. C'est au-delà de ça. Pas toujours. Alors il y a effectivement les milices islamistes qui changent de camp assez régulièrement. Certaines qui étaient pro-turques deviennent pro-qataris parce qu'ils sont mieux payés. C'était vraiment la prime. Les primes pouvaient atteindre $5 000 par semaine. Ce qui est absolument considérable. Vous imaginez le Ouïghour qui débarque de l'extrémité de la Chine et qui gagne $5 000 par semaine. C'est absolument considérable pour lui. Donc, il va y avoir ces milices islamistes qui, quelquefois, vont s'entretuer d'ailleurs entre elles. Et puis, vous avez les Kurdes qui sont très présents dans le nord-est de la Syrie. Et comme les Turcs, vieille habitude, veulent casser la figure aux Kurdes, les Américains vont à leur tour s'installer en Syrie, prendre les puits de pétrole du nord-est et en confier la garde et les revenus aux Kurdes, les volant ainsi aux Syriens. Et c'est une façon de dire aux Turcs, vous avez envahi une partie du nord de la Syrie pour empêcher les Kurdes de créer leur propre pays, qu'on appelait le Rojava. Vous avez fait ça, vous n'irez pas plus loin. Et vous n'allez pas attaquer les Kurdes parce qu'on est là. Alors les Russes s'installent également dans le nord-est après discussion avec les Américains, avec des bases plus petites, plus légères, mais tout de même, vous avez des patrouilles russes et des patrouilles américaines qui vont se croiser pendant plusieurs années. Il y aura des incidents répétés entre elles, pas de tir, mais il y avait des images très distrayantes de voir tout à coup un blindé américain qui faisait un détour pour envoyer dans le fossé le blindé léger russe qui venait de croiser. Et donc, quelques jours après, il y avait une vengeance des Russes qui envoyaient dans le fossé un blindé léger américain. Bon, assez vite, au plus haut niveau, on est intervenu en disant ils vont finir par se tirer dessus. Donc, ça a calmé le jeu. Mais il y avait une cohabitation assez complexe. Et donc, pour les Russes, c'était d'observer les Américains et les Turcs, dans lesquels ils avaient une confiance modérée, mais avec qui, malgré tout, il y avait un accord. Et pour les Américains, il s'agissait de protéger les Kurdes. Parallèlement, les Américains ont installé une autre base dans le sud de la Syrie, le long de la frontière jordanienne, la base d'Al-Tanf, près de laquelle les hommes de Wagner se rapprocheront à un moment donné et prendront une volée d'obus, donc ils ne reviendront plus. Et les Américains s'installent là pour surveiller les distributions d'armes entre le Hezbollah et l'Iran. En réalité, ça leur permet d'observer tout le champ de bataille, et c'est ça qui va leur permettre de récupérer des islamistes avant qu'ils soient éliminés ou faits prisonniers par les Russes et les Syriens, et de les garder au chaud dans cette base d'Al-Tanf. Et ce sont eux qui, en décembre dernier, vont prendre Palmyre, notamment, aux dépens de l'armée syrienne. Donc il y a tout ce jeu-là, et les Américains, de leur côté, vont essayer de contrôler ces milices islamistes avec de plus en plus de difficultés, surtout avec l'apparition de Daesh. Et donc tout le programme d'armes mis au point par la CIA
pour armer et entraîner ces milices islamistes. C'est Barack Obama qui y mettra fin. Quand des gens du Pentagone, furieux de l'intervention de la CIA, parce qu'il faut voir la concurrence entre le Pentagone et la CIA qui agissait parfois sans ordre en plus, ont démontré à Obama qu'un certain nombre d'armes fournies par les États-Unis s'étaient retrouvées entre les mains de Daesh. Donc là, Obama a dit ça suffit et on met fin à l'aide aux milices islamistes. Mais il y avait toujours la Turquie derrière. Oui, parce qu'avec la Turquie, donc la Russie discute avec les Turcs. La Russie discute avec les Turcs. Les Saoudiens se sont retirés, comprenant que l'affaire était perdue. Les Qataris continuent à donner de l'argent parce que les Qataris sont très liés aux Turcs. Donc ils n'ont pas voulu lâcher les Turcs qui n'avaient pas tant d'argent que ça. Donc eux ont continué. Mais grosso modo, ce sont à partir d'un moment donné les Russes et les Américains qui regardent, qui discutent et qui tous les jours s'envoient les coordonnées des avions pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incident aérien entre les avions russes et les avions américains. Et la France dans tout cela? Et la France a quelques forces spéciales, discrètes, et puis les services secrets. Et les forces spéciales françaises profiteront de l'occasion, surtout à la fin, au moment de la débâcle de Daesh, notamment dans le sud-est de la Syrie, dans une ville qui s'appelle Abu Kamal. Là, vous avez des milliers d'islamistes de Daesh qui sont retranchés. Et petit à petit, méthodiquement, les Français vont les bombarder depuis l'Irak avec des canons César. Et dans le même temps, vous avez des forces spéciales qui vont, avec l'autorisation de François Hollande, qui vont abattre un certain nombre d'islamistes français identifiés et réfugiés là-bas. On peut dire que la fin de l'opération russe, on la date. Poutine décide de désengager à quel moment? À partir du moment où les islamistes sont vaincus, ils se sont rendus partout. La dernière ville reconquise avec quelques combats, c'est sur l'Euphrate, à l'est, c'est la ville de Deir ez-Zor, qui avait subi un siège terrible de plusieurs années. Il y a des photos très, très émouvantes sur Internet des paroissiens chrétiens de Deir ez-Zor qui pénètrent dans leur église ravagée pour une première messe depuis 3 ans, après que les islamistes aient été vaincus. Donc là, on est en 2018. On peut considérer qu'à ce moment-là, la guerre est finie. Et il y a juste la province d'Idleb qui reste avec ses 40 000 islamistes et leurs familles. Dont nous allons parler. Donc 2018... Poutine retire ses troupes ou il en Alors laisse... non, parce qu'elles n'étaient pas si nombreuses. Ouais. Donc il y a toujours quelques milliers de Russes. Il y a toujours l'aviation russe sur la base de Memim. Et il y a toujours la base navale de Tartus, qui a été considérablement modernisée depuis 2011. Cette fameuse base navale, elle représente quoi en termes d'accueil de bâtiments? Alors ça, c'est très important parce que dans les années 70-80, cette base navale, c'était rien du tout. C'était une jetée, point. Petit à petit, ça va s'étendre, mais sans plus. Et c'est vraiment à partir de 2011, à partir du début des printemps arabes, que les Russes vont comprendre qu'ils sont partis pour un conflit assez long en Syrie. Ils n'ont pas encore décidé d'intervenir à ce moment-là parce qu'ils ne savent pas comment ça va tourner. Mais il est certain qu'ils veulent préserver leur base navale, qui est leur seule base navale importante, en Méditerranée. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont l'agrandir, la moderniser et pouvoir y envoyer plusieurs bâtiments à la fois. À certains moments, il y avait plus de 15 bâtiments de guerre russes qui étaient présents dans cette base navale de Tartus. Les islamistes essaieront de s'en approcher une fois. Ça a été un peu cuisant. Et ensuite, les Russes ont fait savoir aux islamistes qui venaient d'Idleb pour essayer de se rapprocher de cette base navale. Les Russes ont fait savoir aux islamistes d'Idleb que si vous voulez qu'ils s'occupent sérieusement d'Idleb, qu'ils continuent comme ça, ils allaient s'occuper sérieusement d'Idleb. Et là, ça aurait été extrêmement violent. Et on peut regretter aujourd'hui que ça n'ait pas été fait. Oui, parce que, alors, profitant finalement, là, on va faire un petit saut en avant, mais profitant finalement du relâchement dû à la guerre en Ukraine, là, les milices vont reprendre du poil de la bête. Alors, c'est le vrai tournant, la guerre en Ukraine, parce que jusqu'en 2022, il ne se passe plus grand-chose, en réalité. À partir de 2022 et de l'intervention russe en Ukraine, c'est pas tellement que l'aviation russe a été envoyée directement de Syrie en Ukraine. Il en est toujours resté suffisamment. Ils avaient les moyens de gérer les deux. Ils avaient les moyens de gérer les deux, et d'autant que le nombre d'appareils en Syrie, ça ne nécessitait pas qu'il y en ait des dizaines comme en Ukraine. Donc c'est pas tellement ça, mais c'est quand même toute la tension stratégique, géopolitique, économique qui a été mise sur la guerre en Ukraine. Mais c'est surtout à partir de ce moment-là que les Israéliens vont commencer
sachant que par la distraction russe, entre guillemets, ils bénéficient d'une certaine immunité. C'est eux qui vont bombarder massivement les installations du Hezbollah libanais et des gardiens de la révolution iranienne pendant 2 ans. Et lorsque l'offensive depuis Idlib va être déclenchée à l'automne dernier, eh bien, il n'y a plus assez de membres du Hezbollah, il n'y a plus assez d'installations, il n'y a plus assez d'Iraniens, il n'y a plus assez d'Irakiens, il n'y a plus assez de chiites afghans, parce que là aussi, c'était venu un peu du monde entier à la demande des Iraniens. Et lorsque les Israéliens attaquent le sud du Liban, eh bien, les derniers milliers de combattants du Hezbollah présents en Syrie, eh bien, descendent au sud et vont s'installer dans le sud Liban pour se défendre contre les Israéliens. Et donc, il n'y a plus de Hezbollah. Et il n'y a plus de gardiens de la révolution iranien. Et au début de l'offensive, lorsque les Irakiens et les Iraniens veulent envoyer des milices chiites en catastrophe pour essayer d'empêcher la prise d'Alep, notamment, toujours le verrou stratégique, les Israéliens préviennent qu'ils bombarderont massivement, et l'aviation israélienne est d'une efficacité redoutable, ils bombarderont massivement tout ce qui sortira des frontières de l'Irak et de l'Iran. Et donc l'armée syrienne s'est retrouvée à ce moment-là livrée elle-même avec le résultat que l'on sait. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, Israël ne se contentait pas de Bachar el-Assad. Selon le principe, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Non. Non, ça a été beaucoup dit, mais je n'ai jamais adhéré à cette thèse-là. La Syrie est alliée de l'Iran, donc par définition, c'est un ennemi d'Israël. Et donc les Syriens de Bachar el-Assad, en quelque sorte, sont considérés comme des ennemis par Israël, qui n'arrêtera pas de bombarder la Syrie, comme le Liban d'ailleurs. Tout ce qui est chiite ou allié des chiites, pour Israël, c'est un ennemi. Surtout depuis Netanyahou, qui a développé cette doctrine jusqu'au bout. Son rêve était de déclencher une guerre contre l'Iran. Mais les Américains lui ont fait savoir qu'il n'en était pas question. Et donc, il a dû se calmer un tout petit peu, malgré les multiples provocations de bombardement, notamment du consulat iranien à Damas, qui a été détruit par une frappe israélienne. Bon, donc les provocations ont été multiples, mais en réalité, ils ne se contentaient pas de ce régime syrien. Le régime islamiste sunnite actuellement en place depuis le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, c'est trop triste pour les chrétiens de Syrie, eh bien ce régime islamiste sunnite correspond alors parfaitement à Israël. Et aux Américains également ? Et aux Américains. Alors les Américains, sûrement plus que Bachar el-Assad, bien évidemment. Ils ont pour l'instant laissé leur base dans le nord-est, toujours pour protéger les Kurdes et voler le pétrole syrien. Leur base dans le sud est demeurée intacte. Et pour le reste, eh bien, les dirigeants islamistes syriens disent aux Américains « levez les sanctions qu'on puisse reconstruire la Syrie ». Et les Américains attendent un peu, veulent regarder. En plus de ça, il y a eu la passation de pouvoir entre Biden et Trump, donc aucune décision stratégique n'avait été prise. Pour l'instant, les sanctions ne sont pas levées. Les Américains observent, et puis Trump prendra une décision dans un sens ou dans l'autre à un moment donné. Et est-ce qu'on peut dire que Poutine a lâché Bachar el-Assad Il n'y a pas que la fuite du Hezbollah. Est-ce qu'il a eu les moyens quand même d'intervenir ? Alors c'était quand même compliqué, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus suffisamment de troupes au sol, et où les troupes au sol ne sont plus encadrées comme elles l'étaient jusqu'à présent, on rappelle qu'indépendamment du Hezbollah et des gardiens de la Révolution, les meilleurs cadres de l'armée, les Alaouites, les chrétiens, sont morts dans les combats de 2012-2013. Donc l'armée syrienne a tendance à s'enfuir assez facilement, même s'il restait un certain nombre d'officiers de valeur, et même s'il y avait des soldats de valeur, notamment les Alaouites, parce qu'ils savent bien qu'ils risquaient de se faire égorger assez facilement. Mais tout de même, il y avait un problème de motivation générale. Ça a été une des grandes erreurs de Bachar el-Assad, dont on dit qu'il a gagné la guerre, mais qu'il a perdu la paix. Il n'a pas su réformer son pays. Il n'a pas su profiter du sursis. Exactement. Il n'a saisi aucune occasion. Ses soldats étaient horriblement mal payés. Aucun effort n'a été fait dans ce domaine-là. La corruption était endémique. Des sections entières vendaient leurs armes aux islamistes. Et donc, pour les Russes, l'intervention a été très compliquée. À partir du moment où le Hezbollah n'est plus là, les gardiens de la Révolution ne sont plus là, il aurait fallu qu'ils envoient pas mal de troupes au sol. Ça, il n'en était plus question. Et par ailleurs, Poutine a été extrêmement agacé par Bachar el-Assad. Il lui avait dit d'accepter l'ouverture des négociations avec Erdogan. Erdogan avait fait une approche auprès de Bachar el-Assad en disant « rencontrons-nous », ce qui était quand même une ouverture. Pas une passion pour Erdogan, mais il faut reconnaître, c'était une ouverture. Et Bachar el-Assad a fermé la porte en disant « tant que vous occupez le nord de la Syrie, c'est hors de question ».
Poutine avait insisté, Lavrov aussi, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, avait insisté en disant « les Turcs sont là, ils ne partiront pas de sitôt, ne mettez pas ça comme condition numéro 1, ça ne marchera pas, discutez avec Erdogan ». Et Bachar a toujours refusé de discuter avec Erdogan. C'est un peu le même syndrome avec les Arméniens. Quand Poutine disait aux Arméniens « discutez avec les Azéris », les Arméniens ont refusé, c'est une longue histoire, on n'a pas le temps là. On en a parlé dernièrement d'ailleurs avec vous. Oui, c'est vrai. Et donc les Azéris ont attaqué et ont vaincu les Arméniens. Et là, c'est un peu la même chose qui s'est passée. Bachar n'a voulu écouter personne. Et puis, parallèlement, l'effondrement de l'armée syrienne est quand même éminemment étrange. Parce que même s'il y avait tous les points que je viens de souligner, Alep a été prise par 350 islamistes. En face, il y avait au moins 15 000 fantassins syriens. Ils ne se sont pas battus, ils se sont enfuis. Et on dit, à vérifier, mais on dit que beaucoup d'officiers ont reçu sur leur portable l'ordre de se retirer. Personne ne sait qui a donné cet ordre, qui n'était pas signé. Un lieutenant alaouite a raconté ça à un de ses cousins, ça c'est le petit monde alaouite, à un de ses cousins général, il l'appelle en disant « je viens de recevoir l'ordre de me retirer ». Donc tu dis, mais c'est insensé, de qui est signé cet ordre? Il n'est pas signé. Donc, certains officiers à ce moment-là se sont retirés, les hommes voyant ça ont déposé les armes, sont partis, les officiers qui voulaient se battre sont retrouvés tout seuls. Donc ils sont partis eux aussi, ou alors ils sont morts pour certains dans un dernier baroud d'honneur, mais l'affaire a été perdue contre 350 islamistes, alors que la citadelle d'Alep avait résisté pendant plusieurs années à 1 contre 100. Et les dizaines de milliers d'islamistes qui avaient voulu prendre la citadelle d'Alep n'ont jamais réussi. Donc, entre l'héroïsme des années 2013-2017 et l'effondrement là, on peut penser que dans l'entourage de Bachar el-Assad, il y a eu des trahisons au plus haut niveau. Alors, quelles conséquences pour la Russie de l'effondrement du régime de Bachar el-Assad? Alors, pour l'instant, les Russes observent, sans précipitation. On connaît Poutine, il n'y aura jamais de précipitation. Pour l'instant, ils discutent avec les islamistes, avec le nouveau venu, Al-Jolani, le nouveau venu, le chef de la milice, Ayad Tahrir al-Sham, vieux combattant islamiste depuis 15 ans, presque blanchi sous le harnais de l'islamisme, mais nouveau venu à la tête de la Syrie. Sans aucun mandat de quoi que ce soit, de qui que ce soit, mais bon, c'est la milice islamiste qui a gagné la guerre, voilà. Alors ils discutent avec lui pour obtenir le maintien de leur base. La base aérienne de Memim, la base navale de Tartus. Et pour l'instant, les discussions ont échoué parce que les islamistes ont dit « D'accord, on peut regarder ça, mais vous nous livrez d'abord Bachar el-Assad ». Alors les Russes ne peuvent pas faire ça, ils se déconsidéreraient, ce serait se rabaisser au niveau des Américains qui ont mis à mort, qui ont permis aux chiites irakiens de mettre à mort Saddam Hussein. C'est une scène qui a horrifié le monde, c'était lamentable. Donc, ils ne livreront sûrement pas Bachar el-Assad. Et donc, pour l'instant, les discussions sont suspendues. Alors, les Russes sont en train d'examiner en Libye, avec le maréchal Haftar, qui dirige l'est de la Libye, qui est un ami des Russes, l'installation d'une base aérienne au milieu de la Libye, en plein désert, et une base navale sur la côte libyenne. Mais c'est quand même compliqué, il faut repartir quasiment à zéro, puis la Libye est un pays extrêmement instable, mais les Russes ont absolument besoin de bases pour approvisionner leur nouvelle amitié avec tous les pays africains qui nous ont joyeusement mis à la porte. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, maintenant le Tchad, le Sénégal. L'implantation russe se renforce, notamment l'implantation militaire, et donc il y a besoin, tout près, d'une base navale, d'une base aérienne. C'est à ça que servaient notamment les bases syriennes. Donc les Russes sont sûrement un peu embarrassés. Ils n'ont pas du tout envie de perdre la base aérienne de Tartus, qui leur a quand même coûté un bras à moderniser et à agrandir. Et on va attendre de voir ce que vont donner les discussions avec les islamistes. Tout le monde regarde aussi s'il va y avoir des massacres ou pas. Oui, parce que ça va être notre conclusion. Est-ce qu'il faut céder à l'angélisme ambiant ou bien on peut s'attendre, comme vous dites, à des massacres ou je ne vois pas du tout pourquoi des islamistes, tout à coup, par la grâce d'une éventuelle levée des sanctions américaines et d'une aide budgétaire, ne seraient plus islamistes. Donc pour l'instant, ils sont à peu près sages, mais attention, à peu près seulement. Vous avez eu quand même plusieurs dizaines d'exécutions et de lynchages d'hommes liés au régime de Bachar el-Assad ou simplement d'officiers. La semaine dernière... Et on peut dire que c'est une simple épuration et puis que les choses vont se calmer peut-être.
Peut-être, peut-être pas. Il y a quand même eu 2-3 chrétiens égorgés. À chaque fois, Jolani s'est excusé en disant c'est pas nous, c'est des étrangers. Alors dans un cas c'était un Ouïghour, dans l'autre c'était un Ouzbek, dans le troisième cas c'était un Turkmène. Donc c'est pas des Syriens. Bon, peut-être, on peut toujours le croire, on n'en est pas sûr. Il y a en tout cas un maquis alawite qui s'est formé au sud de l'attaquer. Ils ont tendu une embuscade au moment de Noël à des troupes islamistes qui venaient arrêter un général syrien. Et donc, ils sont arrivés dans le village, ils ont fracassé toutes les maisons, ils n'ont pas trouvé le général. Ils sont repartis, non sans quelques exactions et quelques meurtres. Et sur le chemin du retour, eh bien, ils sont tombés dans une embuscade alawite. Il y a eu 12 morts. Et donc, ça les a calmés. Donc, pour l'instant, ils ne reviennent pas. Donc, on voit bien que tout n'est pas stabilisé. Entre les Turcs au nord, les Kurdes au nord-est, les Américains au nord-est et au sud, les islamistes partout, partout, sauf ce que je viens d'indiquer, plus le réduit alawite, dont on ne sait pas si c'est un feu de paille ou s'il va durer, la situation n'est absolument pas stabilisée. C'est sûrement ce que les Américains et les Russes attendent avant de prendre des décisions stratégiques, la Syrie étant considérée quand même comme un pays stratégique au Proche-Orient, surtout dans le contexte actuel. Bien, Antoine Delacoste, merci beaucoup pour cet éclairage très, très précis, très clair dans un coin du monde qui, lui, ne l'est pas du tout. Ah non, l'Orient compliqué. C'était Passé-Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la Revue d'Histoire Européenne. Revue d'Histoire Européenne dont le numéro 22 vient de sortir, avec un gros dossier consacré aux crimes du FLN pendant la guerre d'Algérie. Et il est augmenté de 16 pages, car nous y avons également consacré un dossier spécial Jean-Marie Le Pen. Voilà, vous allez maintenant retrouver Christopher Land et sa petite histoire, mais avant de nous quitter, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Aujourd'hui, on va parler de Napoléon. On va parler de Napoléon et d'un attentat terroriste, méchant, pas beau, l'attentat de la rue Saint-Nicaise, la nuit de Noël 1800. C'est pas beau, c'est pas beau. Par cet attentat, eh bien, les comploteurs royalistes ont voulu assassiner le premier consul, le nouveau premier consul qu'ils appelaient déjà l'usurpateur. Usurpateur de quoi? Ta couronne, tu l'as perdue. Il l'a ramassée dans le ruisseau. Il t'a tout expliqué. Ok, j'arrête. Je ne rentre pas sur ce terrain-là. C'est énervant. Personne n'y gagnera, surtout pas vous, les royalistes et les jacobins. Pour comprendre les origines de cet attentat de la rue Saint-Nicaise contre le premier consul Bonaparte, il faut remonter un an auparavant. Le 26 décembre 1789, Hyde de Neuville, qui est le chef de l'agence royaliste de Paris, a été introduit auprès du premier consul par Talleyrand. Il lui a fait rencontrer le général Dandinier, qui commandait les troupes royalistes de l'Anjou, pour négocier avec Napoléon le rétablissement de la paix. Mais les négociations ont échoué. Oh, quelle surprise! Pourquoi? Que demandait-on à Napoléon? Eh bien, tout simplement de se destituer lui-même pour faire place à Louis XVIII, avec la garantie qu'il serait, lui, Bonaparte, un connétable du nouveau régime. Comme ils sont gentils. Évidemment, Bonaparte a dit non, évidemment. Et donc, pour les royalistes, il ne restait plus qu'une seule solution, le tuer. On imagine tout un tas de moyens pour l'assassiner, le coup de pistolet dans le dos, classique, le baril de poudre dans la cave des Tuileries, mais il y en a un parmi eux qui est particulièrement déterminé, il s'agit du chevalier Joseph de Limoëlan. C'est un ancien officier de la marine royale, un breton, il est installé actuellement à Paris et d'après ses dires, il est tout à fait rangé, il veut mener une vie tranquille. Néanmoins, Fouché a l'œil, Fouché on l'échangerait bien aujourd'hui, même si c'est un curieux personnage et sinistre à bien des égards, eh bien Fouché, moi je l'échangerais bien contre n'importe quel Cazeneuve ou Leroux, enfin on joue pas dans la même catégorie là. Il fait semblant d'avoir une vie rangée, mais il complote en secret, il change ses vêtements très régulièrement et ça on le remarque,
il complote avec un certain François Carbon, qui lui était un domestique avant la Révolution et a été transformé par la Révolution en bandit de grand chemin. Ouais, la Révolution a changé pas mal d'hommes en bandits, ça c'est pas nouveau ça. Mais pour le moment, ils pataugent un peu, ils savent pas trop comment s'y prendre pour parvenir à assassiner l'usurpateur. Et ce sont leurs pires ennemis, les républicains extrémistes, montagnards, qui vont leur inspirer leur méthode d'attenter à la vie du premier consul. Parce que les Jacobins, évidemment, eux aussi, ils voulaient tuer Napoléon, parce qu'ils avaient été mis à l'écart et ils mûrissaient une certaine rancœur à l'égard de Napoléon. Bah oui, Napoléon, être bonapartiste, c'est toujours être entre deux feux. En plus, ce que ces républicains haïssaient par-dessus tout, outre le fait d'avoir été mis à l'écart, c'est que Napoléon incarnait un retour à l'ordre. Et ça, l'ordre, ils aiment pas ça. Et donc, à l'initiative d'un certain chevalier, eh bien, on met en place une machine infernale, un baril rempli de poudre, de balles, de clous, de matière inflammable, enfin toutes les saloperies qu'on peut trouver. Mais ces républicains revanchards se font trop peu discrets sur leur projet, ça arrive aux oreilles des indicateurs de Fouché, et ils sont tous arrêtés le 7 novembre 1800. Mais ce plan tué dans l'œuf est parvenu aux oreilles des milieux royalistes, et eux aussi vont s'y mettre, il n'y a pas de raison que ce soit que les républicains qui soient des terroristes. Ainsi, le 17 décembre, Carbon va acheter une charrette et une jument très vieilles, toutes les deux, en se présentant comme un marchand forain qui doit se rendre à Laval. Le 20 décembre, il gare sa charrette dans une écurie au 19 rue de Paradis. Le 22, il se rend chez le tonnelier Barou et lui fait mettre 4 cerceaux de fer autour de son baril. Pendant ce temps, un autre complice du nom de Saint-Régent fait quelques essais pyrotechniques et il choisit le bon vieux système de la mèche. Bon vieux système, mais pas très fiable quand même, selon la longueur de la mèche, la durée de combustion, l'allure des chevaux du premier consul, c'est compliqué. On apprend alors que le 24 décembre au soir, Napoléon doit se rendre à l'Opéra pour écouter un Ontario, et on choisit donc de placer cette machine infernale sur sa route. On choisit la rue Saint-Nicaise, qui est un passage obligé du cortège. Les 3 complices s'habillent tous d'une blouse bleue. Ils mettent quelques derniers cailloux par-dessus le tonneau, histoire qu'il y ait le maximum de projectiles possible, et ils sont en place dès 19h le soir du 24 décembre. Le passage du premier consul est prévu pour 20h, ainsi peu avant 20h, on place la charrette de travers, de sorte qu'elle barre la moitié de la route. À 20h, le premier consul sort des Tuileries avec son cortège. Lorsqu'il approche et lorsque Saint-Régent entend le bruit des chevaux, il prépare sa pipe pour allumer la mèche qui a une combustion de 6 à 7 secondes. Mais là, eh bien, ça ne se passe pas comme prévu, ça a foiré. La voiture du premier consul a largement le temps de passer, elle est presque arrivée rue Saint-Honoré lorsque le baril explose. Napoléon n'a rien, certes les vitres de sa voiture ont explosé, mais sur place les dégâts sont colossaux, les dégâts matériels, il y a aussi 4 morts et plus d'une 60aine de blessés. Alors que s'est-il passé? Peut-être que Saint-Régent n'a pas vu le signal de son complice au bout de la rue, peut-être que la combustion de la mèche a été plus lente que prévu, ou peut-être encore a-t-il hésité car il y avait une petite fille à proximité, une petite fille qui est morte d'ailleurs dans ce terrible attentat, et peut-être a-t-il hésité en la voyant à allumer la mèche. Quoi qu'il en soit, Napoléon décide de ne rien changer à son programme et il ordonne qu'on se dirige toujours vers l'opéra. D'ailleurs, il arrive à l'opéra et le public qui a été au courant de cet attentat raté lui fait une immense ovation. Ensuite, lorsqu'il rentre aux Tuileries, eh bien, il faut passer à l'acte. Napoléon est convaincu que ce sont les Jacobins qui ont fait cet attentat. Évidemment, le procédé correspondait parfaitement à l'attentat déjoué par Fouché qui concernait des républicains extrémistes montagnards jacobins. À peine arrivé au palais, Napoléon s'exclame « Voilà l'œuvre des Jacobins, ce sont eux qui ont voulu m'assassiner. Il n'y a là-dedans ni prêtre ni noble.
Je sais à quoi m'en tenir et l'on ne me fera point prendre le change. Ce sont des septembriseurs, des scélérats couverts de boue qui sont en révolte ouverte, en conspiration permanente contre tous les gouvernements. Si on ne peut les enchaîner, il faut qu'on les écrase, il faut purger la France de cette lie dégoûtante. Point de pitié pour de tels scélérats. Il n'y a que Fouché qui pense que ce sont les royalistes, mais Napoléon le regarde d'un œil à la fois méprisant et méfiant parce qu'il sait que Fouché veut peut-être épargner ses anciens amis jacobins. Après tout, il a été l'un de leurs chefs auparavant. Malgré tout, Fouché décide de faire son travail quand même et il dresse ainsi une liste de 130 septembriseurs. Nous voilà donc avec 130 fichiers S. Et que fait-on à l'époque avec les fichiers S ? On les contraint à rester à leur domicile, on leur met un bracelet électronique, on les prend en photo au coin d'une rue, on les met en prison avec la PlayStation dans la cellule. Eh bien non, à l'époque, Napoléon, 11 jours après l'attentat, décide tous de les déporter aux îles Seychelles. Ah, c'était tellement plus simple avant. Mais Fouché, lui, il conservait sa petite idée en tête et il était sûr que c'était des royalistes. Donc il continuait son enquête, il s'est rapproché des enquêteurs pour les restes de la jument, et en recomposant les restes de la pauvre jument, on a réussi à trouver à qui elle avait été achetée. Le responsable de l'écurie a ainsi pu donner le signalement de Carbon. On a interrogé une de ses petites nièces et il a fini par être arrêté. Après un interrogatoire, il donnera ses deux complices, Limoléan qui restera introuvable et qui finira par s'enfuir aux États-Unis, et Saint-Régent qu'on finira par arrêter en janvier 1801. Ils sont tous les deux condamnés à mort et exécutés 2 semaines plus tard sous les applaudissements de la foule. Le régime consulaire sortira grandement renforcé et glorifié de cette tentative d'attentat. Et comme le dit si bien Thierry Lenz, historien et directeur de la Fondation Napoléon, les espoirs des deux France avaient été ébranlés. Ni restauration, ni jacobinisme. La ligne de la troisième France était tracée et le fléau de la balance politique penchait en faveur de Bonaparte. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures tous les mardis sur TV Liberté. Et vive l'Empereur!